Bien, bonjour. Nous allons pouvoir commencer ce nouveau webinaire consacré au contrôle d'accès et à la gestion des usagers. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de ces rendez-vous quasi mensuels maintenant, on vous propose des thématiques autour des fonctions principales du contrôle d'accès et de la sûreté. Je vous rappelle que les précédents webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de TIL. Vous pouvez aller les consulter. Alors aujourd'hui, face à vous, vous aurez trois personnes, la chance d'avoir trois personnes. Alors Patrice Barbera, notre directeur commercial. Bonjour à tous. Emilio Frazao, notre expert avant-vente. Bonjour à tous. Et moi-même, Nicolas Boisson, responsable de la communication. Donc, vous avez encore une fois répondu nombreux à notre invitation. Vous êtes plus de 250 inscrits. Donc, on vous remercie encore pour votre présence. Alors, sommaire aujourd'hui, après une courte introduction, on présentera quelques enjeux de l'ID management. On abordera ce webinaire en trois parties. D'abord, on se posera la question de quelles données, d'où elles viennent, comment on les traite. Ensuite, quels usages on en fait, en matière de contrôle d'accès, bien sûr, mais aussi en matière de protection des usagers ou en lien avec d'autres applications et d'autres métiers. Voilà, on rentrera dans le détail plus tard. Et enfin, comment on gère ces données. C'est dans cette partie qu'on vous présentera notamment des interfaces de nos écrans de gestion des identifiés, comme on appelle ça chez TIL, et des identifiants, et un petit focus sur la RGPD. Alors, l'ID management. Si vous avez suivi le précédent webinaire sur l'encodage des badges, vous serez un peu familier avec ce qu'on va vous afficher là. En fait, les données associées aux usagers d'un site dépendent de trois grands facteurs. D'abord, quel type de population le système devra gérer. On ne va pas stocker ni utiliser les mêmes informations selon qu'on traite les membres d'une organisation ou des personnes extérieures, puisque là, on peut faire entrer dans la base des usagers des clients, des visiteurs, des administrés, dans le cas d'une collectivité locale. Et on aura, du coup, plus ou moins de contraintes liées à ces données personnelles. On en reparlera après. Ensuite, pour quels usages ces données vont être utiles? Dans le cas d'un badge unique, c'est bien évidemment le système de contrôle d'accès qui va naturellement centraliser ces données, puisque c'est le système qui fera l'encodage du badge. Mais par contre, les usages de ces données liées à l'usager seront différentes et il y aura plus ou moins d'informations qui seront utiles pour faire du contrôle d'accès ou pour gérer la restauration, où un simple numéro de matricule suffira, par exemple. Là où pour le contrôle d'accès, il faudra peut-être stocker des données biométriques, beaucoup d'identifiants, etc. Et enfin, comment on va gérer ces données? Donc vous voyez que c'est les trois parties de notre webinaire en fait. Ça dépend de quoi? De l'organisation interne, du système d'information. Voilà. Est-ce qu'on est organisé aussi en plusieurs sites? Qui sont les gestionnaires? Qui a le droit de faire quoi? Est-ce qu'il y a des process, par exemple pour la gestion de visiteurs, des process de validation? Donc tout ça, en fait, c'est de l'IT management et naturellement, on va vous présenter aujourd'hui en quoi MicroSesame est l'outil, on va dire, central pour réaliser ça. Donc chez nous, dans MicroSesame, ça se matérialise en deux parties, la gestion des identifiés et la gestion des identifiants. Et bien sûr, derrière, nous, on en fait des badges, mais pas que. Vous verrez ça après. Alors, quelles données des usagers? En fait, il existe, on va dire, trois types de données qui sont liées aux usagers. Bien évidemment, les informations personnelles, c'est celles qui sont uniques, qui décrivent la personne. Voilà, un nom, un prénom, une photo, c'est unique. C'est les données de base sur lesquelles il faut apporter une attention particulière, notamment à la réglementation RGPD. C'est ce qui sert donc à identifier la personne. Ensuite, il y a toutes les informations qui sont fonctionnelles. C'est
tout ce qui est lié aux usages, à l'organisation, au métier, à la fonction. C'est tout ce qui va permettre de classer les usagers, en fait, dans des profils et d'attribuer des droits et des automatismes. Et enfin, le troisième type de données sont les identifiants eux-mêmes, qui sont de nature très différente. On vous le présentera aussi après. Ça peut être des badges, mais aussi des codes. Ça peut être des plaques d'immatriculation. Voilà. L'intérêt pour un ID management efficace, c'est d'avoir un système de contrôle d'accès qui gère facilement tous ces paramètres. Oui, on gère les identifiés, on ne gère pas les identifiants. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, ces identifiants ne sont même pas, proviennent d'un système tiers. Ils ne sont même pas gérés, elles figurent dans MicroSesame, mais elles ne sont pas forcément saisies dans MicroSesame à la base. Certaines oui, et d'autres non. Nous, on se pose la question uniquement de gérer des personnes, des usagers. Alors, ces sources de données, justement, puisqu'on a commencé à l'aborder, elles peuvent être internes ou externes. MicroSesame peut être on va dire, le système central utilisé pour gérer ces données, c'est-à-dire que c'est là-dedans on va réaliser directement la saisie des usagers ou faire des imports, mais c'est ce système-là qu'on devra mettre à jour manuellement, périodiquement, comme système central. Mais généralement, souvent, la base de référence est une base RH ou un annuaire LDAP, et on va mettre en place des passerelles d'import avec cette base de référence pour que tout soit importé automatiquement dans MicroSesame. Comme on va le voir juste après, il y a plusieurs moyens. Donc là, bien sûr, il faut définir non seulement un critère d'unicité, généralement le numéro de matricule, entre les deux bases, et quels champs vont devoir être importés et comment on va les traiter. Et enfin, parmi les données qui proviennent de l'extérieur, il y a aussi toutes les applications métiers tierces, alors pour gérer par exemple des visiteurs ou des flux de camions, ou comme je le disais tout à l'heure, pour une collectivité locale, l'accès à une déchetterie par exemple. Donc là, on va avoir une autre base, accès à d'autres données usagées. Et là, dans ce cas-là, généralement, les échanges sont dans les deux sens. On va importer des usagers pour les rentrer dans notre système et faire tout un tas d'automatismes, mais aussi on va renvoyer vers ces applications des données, des comptages de passage pour éventuellement faire de la facturation derrière. Voilà, si un camion est venu 30 fois à la déchetterie, on va pouvoir, on va dire, lui faire payer des passages, par exemple. Si on présente ça sous forme de schéma, avec MicroSesame au centre, donc effectivement, on peut importer des données internes, ici LDAP par exemple. On peut se connecter à des bases de données qui sont à l'extérieur de l'entreprise, par exemple dans le cas d'un groupe, et pouvoir importer des gens dans le système qui viennent d'une autre société du même groupe, mais aussi des usagers, des administrés, des clients. Donc c'est le même principe. Et donc, ces fameuses applications tierces, ces portails clients, ces applications de réservation, et là, on va effectivement faire des échanges dans les deux sens. Et MicroSesame, qui est donc au centre de cet ID Management, va ensuite, c'est dans MicroSesame qu'on va gérer tout ce qui est identifiant, créer des badges, les imprimer. On va paramétrer les automatismes pour les ouvertures de la barrière à l'entrée de la déchetterie et pour tout un tas d'autres choses. Voilà, donc ces échanges se font par des passerelles dans MicroSesame de deux types. Des passerelles de synchronisation ou les web services. Donc, les passerelles de synchronisation peuvent utiliser des données qui sont fournies par des fichiers CSV. Et donc, ces fichiers peuvent être fournis à MicroSesame à une cadence programmée ou à chaque modification du source ou manuellement, comme lorsqu'on fait une importation à l'initialisation du système, par exemple. Les importations peuvent provenir de plusieurs sources. D'accord ? Donc, et d'ailleurs, ces sources peuvent être désynchronisées. On peut avoir des importations à des rythmes différents suivant les sources.
Et la grande force de Microsésame, par contre, c'est dans tous les process de traitement de ces sources. Oui, donc on peut avoir ici des process de pré-traitement ou de post-traitement qui peuvent donc faire de la mise en forme ou de la remise de l'adaptation des données. Parce qu'en effet, le système destinataire ou récipiendaire, il peut avoir un format de données différent ou une représentation différente. Et sachant que ces passerelles, on verra tout à l'heure la facilité avec laquelle on peut paramétrer ces passerelles et l'adaptabilité qui est très, très aisée. On peut faire beaucoup de choses. On vous montrera quelques captures d'écran derrière. Voilà. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus pour le moment, on en verra des choses particulières tout à l'heure. Et nous avons aussi à notre disposition maintenant la possibilité d'avoir accès aux données de Microsésame par un API REST Web Service. Donc, ça fait appel à des fonctions ou des données dans la base de données Microsésame par une application tierce ou depuis Microsésame. Et donc, cette API REST nous permet une ouverture à toutes les applications actuelles qui utilisent les web services. Donc, le champ des possibles est illimité, du coup. Voilà, donc par exemple les visites, les réservations de chambres, les accueils de conférences, cantines, etc. Sachant qu'on peut par exemple aussi interfacer les prises de rendez-vous sur Outlook par exemple. Et là, l'avantage de ces échanges, c'est qu'ils sont sécurisés. C'est ça, donc le fait que cette API REST, c'est un service moderne, donc il met à disposition du système des accès sécurisés et chiffrés. Donc c'est vraiment ce qui est correspondant aux besoins actuels de la sécurisation intersystème. Tout à fait. Si on voit quelques écrans, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, parce que c'est petit, mais on peut faire beaucoup de choses avec ces passerelles en termes de traitement. Et donc il y a divers onglets donc, qui permettent de définir donc, le fichier ici. Donc on parle de l'importation de fichiers. On peut définir la position du fichier, etc. Enfin, le contenu aussi propre, les séparateurs, etc. Et ensuite aussi on verra les données. Tous les formats. Voilà, tous les formats et les données précises à traiter ensuite. Voilà. Donc ça intéresse plutôt les intégrateurs, mais on va pas s'attarder sur ces écrans, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses, vous voyez, avec des systèmes j'allais dire drag and drop, mais enfin de colonnage où on fait passer d'un côté ce qu'on veut récupérer de l'autre. Voilà. Et on peut même, pour le cas où une donnée doit être initialisée à une valeur fixe, donc il y a aussi cette possibilité-là. Donc vous voyez, rien qu'avec cet écran, qu'il y a une possibilité de paramétrage vraiment très fine, quasiment à la demande, quoi. Enfin quasiment 100% à la demande, quoi. Tout à fait. Ça c'est la passerelle d'export. Donc, je suppose que c'est le même principe. Oui, c'est ça, ce dont on parlait tout à l'heure, que Microsésame peut être importateur de données, donc récipiendaire ou fournisseur de données à un ou plusieurs systèmes externes. Et donc on peut ici paramétrer l'exportation des données parfaitement taillées pour le système externe en question. Et donc les exportations, elles peuvent être parfaitement différenciées suivant le système auquel on va s'adresser. Donc ici, vous avez la cantine, par exemple. Et on pourrait avoir, comme dans les hôpitaux, un distributeur de vêtements ou d'autres systèmes tiers ou des contrôles d'accès différenciés pour les sites où il y aurait des anciens systèmes de contrôle. D'accord. Très bien. Donc voilà pour ces passerelles. On va maintenant laisser la parole à Patrice sur la partie usage.
Alors, dans une entreprise, un individu qui est muni de ces différents identifiants pourra disposer de nombreux usages et de nombreux services. MicroSésame gère bien sûr les usages liés au contrôle d'accès et à la détection d'intrusion, avec une gestion puissante des droits associés et des fonctions spécifiques de sûreté, la gestion des visiteurs, la quarantaine et les automatismes liés aux catégories de personnel. Mais MicroSésame pourra aussi aider le gestionnaire à mettre en place les réglementations nécessaires à l'exploitation de son site, comme par exemple les habilitations professionnelles, le respect de temps de repos, l'assistance au POI et la gestion de crise. Gestion de crise ou d'alerte qui permettra de créer des scénarios, par exemple en bloquant des portes ou à restreindre des accès à des catégories de personnel. Enfin, comme évoqué plus tôt, des services pourront être activés par l'intermédiaire de passerelles avec d'autres applications métiers, comme par exemple la gestion intelligente d'ascenseurs, la gestion de ressources ou de salles, ou la distribution de repas. Nous allons développer certains de ces usages en commençant par les profils et les droits d'accès directement gérés dans MicroSésame. Alors, MicroSésame dispose d'une gestion puissante d'organisation des données et donc d'attribution de droits d'accès. Le gestionnaire du site pourra regrouper les usagers dans différents sites géographiques ou fonctionnels. Dès lors, ils n'auront que des droits d'accès associés à ces sites, par exemple les accès à tout ou partie des portes de ce site. Le gestionnaire pourra également regrouper les usagers dans des entités afin que ces usagers ne soient visibles que par les opérateurs qui gèrent ces entités de personnes. Cela facilite l'exploitation des opérateurs qui ont des milliers d'usagers à gérer en les filtrant par entité. En fait, on a deux notions dans MicroSésame. On a une notion, on va dire, géographique ou de bâtiment et une notion d'entité qui, elle, est plus liée à des personnes. Voilà. D'un côté, on a le matériel, de l'autre côté, les personnes. Sachant que les personnes, en général, sont mobiles, alors que le matériel ne bouge pas. Donc, on comprend bien l'utilité de ces deux notions de regroupement. Qui sont décorrélées, effectivement. Voilà, donc ensuite, le gestionnaire pourra attribuer aux usagers différents droits pour qu'ils accèdent aux différentes fonctions de son bâtiment intelligent. Donc, par exemple, des accès aux portes. Donc, que ce soit des portes à la fois avec des lecteurs câblés, des serrures autonomes, mais aussi l'accès aux différents étages des ascenseurs, et aussi la possibilité de mettre en service la surveillance du bâtiment. Et parce que du coup, comme MicroSésame gère aussi l'intrusion du bâtiment, dans les droits des usagers, on pourra attribuer ceux qui ont le droit de mettre en service le bâtiment. Et toute cette gestion étant bien sûr centralisée, donc vous voyez l'avantage de ne pas faire le tour de la ville pour aller changer les droits d'accès à l'alarme du collège un tel, ou au gymnase un tel, etc. Et l'avantage que MicroSésame gère et le contrôle d'accès et l'intrusion plutôt que d'avoir deux systèmes séparés. Voilà, et le gros avantage, c'est que MicroSésame va pouvoir gérer ses droits, ses attributions de droits de manière très fine, en combinant différents niveaux de droits, des profils. Chaque usager peut avoir un ou plusieurs profils. C'est ça, ce que vous voyez. On peut avoir à la fois un profil qui est lié à une fonction, un service commercial, mais aussi à un statut ou à une hiérarchie, dans le profil direction. Ce qui fait que au final, les droits se cumulent. Mais il pourra aussi disposer de groupes de lecteurs, voire de lecteurs individuels qui viendront s'ajouter à ces profils. Donc une finesse de réglage qui est très importante, puisqu'en contrôle d'accès,
Il est difficile d'utiliser seulement des profils, mais c'est vraiment une force d'avoir la possibilité d'ajouter des portes ou des groupes de portes en plus de ces profils qui sont souvent des profils génériques. En fait, sur la partie gauche, c'est en gros ce qui est automatique. Une fois que vous êtes dans un profil, le profil ayant été défini, avec quelle porte était concernée, quels horaires, quelle plage d'ouverture, etc., tout se fait automatique. Alors que sur la partie droite, ce qu'on appelait des droits particuliers, c'est pas parce qu'on est dans un profil qu'on ne peut pas rajouter une porte en plus ou gérer un droit spécifique. Voilà, la finesse de Microsam permet les deux. En résulte à la fin un droit qui est complètement, on va dire, personnel à l'usager, qui résulte de tout ça. Et enfin, Microsam permet d'associer à un usager plusieurs technologies d'identifiants, vous savez déjà, mais chaque usager peut disposer de plusieurs identifiants de nature différente. On voit ici le RFID, des badges virtualisés, la biométrie, des QR codes et des plaques minéralogiques. La biométrie, des codes clavier aussi. La biométrie pouvant être de nature, donc comme on voit ici, digitale ou faciale, donc toutes les technologies biométriques qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Voilà, donc comme vous le voyez aussi, plusieurs identifiants d'une même technologie peuvent être attribués à un usager. Le gestionnaire, comme on le disait tout à l'heure, gère des personnes et pas des identifiants, ce qui veut dire qu'une personne peut rentrer sur site avec sa voiture et sortir avec son badge. Le système ne s'occupe pas de savoir quel identifiant il utilise. C'est la personne en tant que telle qui est contrôlée. Voilà, on ne gère pas des badges, on gère des personnes. Alors les fonctions spécifiques. Alors les fonctions spécifiques, on l'a vu tout à l'heure, on a la possibilité de faire des traitements de traçabilité de visiteurs, puisque l'individu peut être considéré comme un permanent ou comme un visiteur. Je vous renvoie à un ancien webinaire qu'on a réalisé l'année dernière, donc vous pourrez le voir sur YouTube. Voilà, vous le voir sur YouTube et voir toutes les fonctionnalités qu'on offre au niveau de la gestion des visiteurs et toutes les problématiques qui sont liées à cette gestion, notamment celles qui concernent les sites OIV avec de la gestion d'escorte, voilà, donc spécifiques liées à la gestion des visiteurs sur des sites un peu classés. Là, on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, comme il y a un webinaire qui existe sur le sujet. Je vous invite à aller le voir, il y a 3 exemples, 3 cas de sociétés, 3 process. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de OIV, PIV, OIV c'est opérateur d'intérêt vital, PIV, point d'intérêt vital. Donc ce sont des sites sensibles, quoi. Des sites classés par le gouvernement, donc dont la liste n'est pas disponible bien sûr, mais et qui ont des obligations, en tout cas, en matière de sûreté. Des automatismes sur des catégories d'usagers. Microsam, via la centrale TILIS, vont permettre de réaliser des automatismes spécifiques en fonction de la personne qui badge, par exemple, sur une porte. Soit l'ouvre, soit on va juste signaler son passage, par exemple, pour des personnes qui font de la gestion de ronde, donc des gardiens ou voilà, des rondiers, donc des personnes qui vont juste signaler sur un lecteur de badge, mais sans l'ouvrir. Voilà, donc on peut imaginer plein d'exemples d'applications avec cette fonction, la possibilité aussi de mettre en service l'éclairage lorsqu'on va badger pour une catégorie de personnes, ou de mettre en service la surveillance du bâtiment, qui est réservée aussi à une catégorie de personnes. Voilà, donc toute l'imagination possible en termes d'automatisme dans la centrale, avec ce qu'on appelle la classe badge. Pour ceux qui connaissent Microsam depuis longtemps, voilà, c'est une fonction qui est très appréciée des intégrateurs et des clients finaux. Ensuite,
d'autres usages spécifiques comme la quarantaine, c'est une fonction qu'on a implémentée il n'y a pas très longtemps. Alors la quarantaine, bon, c'est un terme qui est d'actualité, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on l'a réalisé. C'est pas dans le contexte de Covid-19, mais tout simplement pour faire respecter un délai de passage entre deux zones spécifiées. Donc cette fonctionnalité a été formulée par des laboratoires de recherche qui empêchaient un usager d'entrer dans une zone de recherche si cette personne avait travaillé au préalable dans une autre zone afin d'éviter des croisements génétiques de plantes ou des contaminations de ce type. Donc, bon, bien sûr, la recherche bactériologique est aussi concernée par ce type de problématique. Voilà, mais fonction intéressante pour tout ce qui est santé et recherche. Et ces fonctions sont assurées de manière autonome aussi depuis les centrales TIRIS. Donc, une gestion qui est autonome et qui descend jusqu'au traitement dans la centrale de contrôle d'accès. Enfin, la gestion d'ascenseur. La gestion d'ascenseur, on en a parlé tout à l'heure. Il sera possible de créer des profils d'ascenseur pour permettre aux usagers d'accéder à certains étages, mais aussi d'informer le système qui gère les ascenseurs que certains usagers sont prioritaires, par exemple au niveau des appels. Je prends l'exemple de pompiers qui travaillent dans un IGH, qui lorsqu'ils vont badger, vont envoyer l'information au système de gestion d'ascenseur qui sont prioritaires, et donc l'ascenseur ira directement à leur étage, ou dans un hôpital, les brancardiers. Donc ça, c'est le système de l'ascensoriste qui gère ça. Hein. Nous, on envoie les informations. Voilà, Microcédam envoie à la fois la personne, le profil et éventuellement une notion d'appel prioritaire au système d'ascenseur. Voilà pour la partie, je dirais, contrôle d'accès, intrusion. La deuxième partie, ça concerne plutôt le respect des réglementations. Donc, en effet, le gestionnaire du site peut utiliser Microcédam pour mettre en œuvre des réglementations liées à l'exploitation de son site. Donc, par exemple, les habilitations professionnelles de son personnel. Il peut avoir en effet du personnel qui ont des habilitations électriques ou des habilitations pour utiliser certains équipements comme des chariots élévateurs ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir conditionner l'accès à certaines zones avec les habilitations, avec la date de validité d'habilitation professionnelle. Donc, par exemple, les locaux techniques, les locaux électriques, en plus de l'habilitation, du droit d'accès à la personne, viendra sur cette autorisation l'habilitation professionnelle avec une durée de validité qui peut être différente de celle de la validation du personnel. C'est prioritaire. Et donc, cette habilitation professionnelle est bien sûr prioritaire à l'accès de la personne. Aux autres droits. Voilà. Alors, le respect du temps de repos, c'est une fonctionnalité qui est utilisée plutôt dans les grandes organisations, mais pour faire respecter un temps de repos quotidien et hebdomadaire, certaines directions ont utilisé Microcédam pour réaliser des notifications et des rapports dès le moment où des personnes travaillaient et ne respectaient pas ce temps de repos. Voilà, plutôt de personnes qui sont dans la direction ou des cadres de la société. On est allé jusqu'à même bloquer certains accès pour ces personnes si elles ne respectaient pas ce temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Il faut savoir que bon, c'est plutôt utilisé en notification et en rapport. Oui, pour détecter les anomalies répétées, quoi.
Parce que l'entreprise est censée être responsable de la santé du salarié. Voilà, c'est en fait un moyen, c'est un moyen pour la direction de prouver qu'elle a mis en place des outils qui permettent de faire respecter ces temps de repos afin d'éviter des burn-out, des choses comme ça. Très bien. Alors la gestion de crise ou gestion d'alerte peuvent porter des noms différents selon les organisations. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir déclencher à distance par l'animation synoptique ou par un gros bouton rouge. Des scénarios d'alerte ou de crise qui vont, par exemple, déclencher le blocage de portes d'entrée, des restrictions d'accès au niveau de certaines zones, qui vont pouvoir peut-être arrêter le fonctionnement de certains équipements, donc en groupant des disjoncteurs ou des départs électriques en cas de feu, par exemple. Donc voilà, c'est des fonctions qui peuvent être très variées, mais qui peuvent toucher à la fois à la sûreté, donc porte, contrôle d'accès, porte, mais aussi aux éléments techniques. Et donc MicroSésame, par sa dimension un peu de gestion technique, va pouvoir aussi piloter certains équipements, l'arrêt de certains équipements lorsque cette gestion de crise est déclenchée. Et au niveau contrôle d'accès, concrètement, en fait, si on a déclenché la crise, le seuil niveau 3, seuls les gens qui auront le niveau 3 pourront passer sur certains lecteurs, là où tous les autres ne pourront pas passer. Voilà, en effet, il y a 7 correspondances crise et une correspondance entre des niveaux de personnes et des niveaux de lecteurs. C'est jusqu'à, on n'est pas obligé d'avoir 7 niveaux. Voilà, il faut que la personne ait un niveau supérieur au lecteur pour continuer à passer sur la porte en question. Oui, l'avantage de ce mécanisme, c'est que la réaction du système, elle est instantanée. Il n'y a pas besoin d'aller modifier les accès, etc., des personnes pour faire entrer en jeu le mécanisme et pour avoir une réaction instantanée. Il n'y a que des scénarios prévus à l'avance. Il faut avoir mis sur le papier les règles, des numéros et des gens en face. Alors une fonction aussi très utilisée et importante, notamment dans le milieu industriel et pour les sites classés Céveso, c'est ce qu'on appelle l'assistance au POI, plan d'organisation interne. Donc ça concerne principalement l'évacuation des sites, qui sont des sites donc à risque, sites chimiques, sites pétrochimiques, donc classés Céveso. Donc suite à un accident, le site est évacué et les personnes vont se regrouper sur des points de rassemblement. Donc ces points de rassemblement peuvent être représentés par des lecteurs physiques ou des lecteurs mobiles. Hein. Donc vous savez que le lecteur Mobilis, notamment le Mobilis 2, qui est sorti l'année dernière, va pouvoir réaliser cette fonctionnalité de lecteur mobile, donc connecté en Wi-Fi ou en 4G. Et donc on va pouvoir suivre, donc l'exploitant va pouvoir suivre en temps réel le passage des personnes dans une zone non sécurisée dans la zone sécurisée. Voilà, le micro là montre là le type un exemple de. Ce sera plus facile à comprendre pour vous. Là, on visualise. Là, on n'a fait que 2 zones, hein, donc bien sûr c'est. Voilà. Donc, en cas d'évacuation, on comprend bien que les personnes quittent la zone non sécurisée et se rendent vers la zone sécurisée, le point de rassemblement. Voilà, vous voyez que là, 2 personnes sont passées en zone sécurisée, c'est-à-dire qu'elles ont été badgées dans une zone où ils sont en toute sécurité. Et donc à tout moment, on a une vision claire de ce qui se passe sur le site. Tous ceux qui sont à l'abri et tous ceux qui sont encore exposés. Et qu'il faut peut-être aller chercher dans les flammes. Et il est aussi possible de voir des profils des personnes, puisque par exemple des secouristes peuvent rester dans ces zones non sécurisées, mais c'est tout à fait normal puisqu'il a un rôle
d'évacuation de ces zones. Et en effet, on peut aussi avoir les trombinoscopes et donc voir les visages de ces personnes pour éventuellement les reconnaître, les rechercher dans les zones à risque. Voilà. On peut imprimer ou on peut envoyer par mail à la personne de son choix. Tout à fait. Donc voilà. Et le dernier type d'usage, Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est donc toutes les applications métiers tierces, notamment la réservation de salles, les portails de collectivités locales, donc qui vont permettre de gérer des usagers grand public, comme les usagers de déchetterie ou de tennis municipaux, donc des portails qui vont alimenter Microcésame d'identifiants, la facturation de repas, l'optimisation des flux d'ascenseur, on en a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui est aussi logistique, flux de camions, donc on en a parlé, la possibilité d'échanger, de recevoir ou d'exporter des données et des profils à ces différents types de services qui sont de plus en plus utilisés dans les bâtiments intelligents. Hein, je pense à la réservation de salles et à la gestion d'ascenseurs. Et puis après, des applications métiers comme la logistique ou autre en fonction des secteurs d'activité. Voilà. Et généralement, web service, comme on vous a présenté tout à l'heure dans la partie passerelle. Donc voilà merci Patrice pour cette partie sur les différents usages de ces données. Maintenant, on va vous montrer un peu comment on gère ces données au niveau des opérateurs, et puis on vous montrera quelques écrans. Donc ici, tout à l'heure, on a parlé de la possibilité d'avoir une gestion multi-site, multi-entité. Donc ici, un petit schéma simplifié où on a une entreprise qui peut disposer de plusieurs implémentations à travers le territoire ou à travers d'ailleurs le monde, avec peut-être un site principal et des dépendances comme des sites de production, des sites d'administration, gestion. Ce schéma, c'est pour vous montrer qu'on peut tout faire en fait. Hein. Comme vous disiez tout à l'heure, la notion de site et la notion d'entité de gestion sont séparées. Donc, une entité de gestion peut gérer 2 sites physiques, et inversement, un site physique peut avoir 3 entités de gestion différentes dedans. Et donc ici, vous voyez que, en effet, on a besoin sur chaque site, enfin, en tout cas, on recherche que sur chaque site, il y a un responsable qui va s'occuper d'attribuer les droits d'accès à toutes les personnes qui circulent sur son site. Et donc, on aura évidemment un gestionnaire principal. Donc, le gestionnaire du site, il va s'occuper d'attribuer à toutes les personnes qui font partie de son entité locale, donc d'attribuer à ces personnes-là des accès aux lecteurs, à toutes les portes du site. Sachant qu'il pourra éventuellement avoir aussi des délégations des personnes qui s'occupent de gérer les accès localement, etc. Tout ça a une influence, enfin, ce cloisonnement des données aussi, puisqu'on parle de données là, derrière, sera important pour la RGPD justement. Qui peut accéder à quoi? On ne peut pas accéder aux données de tout le groupe mondial, de toutes les personnes qui ne sont pas du tout de son entité. Et donc, il y a aussi la question de gérer les visiteurs qui accèdent à des sites comme ça décentralisés. Donc, on peut bien sûr prendre des rendez-vous pour un visiteur, pour un site donné. Et donc, le visiteur, il va être éventuellement validé, son rendez-vous va être validé pour le site en question. Donc, on peut avoir ce genre de cas de figure. Alors, on va parler un tout petit peu de la RGPD. Pareil, on pourra en parler un peu plus, mais au niveau de cette gestion des données, Microcésame, on va dire nativement, intègre des mécanismes qui permettent
répondre à la réglementation, aussi bien pour l'accès et la modification aux données, que pour ensuite la suppression des données. Donc ça passe par donc, les droits opérateurs, selon les entités. Donc on ne voit pas, on voit que ce qu'on a le droit de voir, déjà. Ensuite, bien sûr, la modification de ces données, on peut attribuer des droits en lecture seule ou en modification de ces données. Bien sûr, tout ce qui est fait dans MicroSesam est tracé. Toutes les actions des opérateurs sont tracées. Et même pour la maintenance, on peut exporter la base MicroSesam de manière anonymisée, voilà, sans les noms des personnes. Donc c'est très intéressant quand il faut faire un diagnostic, mais qu'on ne va pas envoyer les 3000 employés d'une société vers un intégrateur comme ça. Donc ça, MicroSesam permet de le faire. Et au niveau de la suppression, là aussi c'est natif dans MicroSesam. Bien sûr, tout est paramétrable au niveau de la conservation des données, l'historique de ce qui a été fait. Vous pouvez tout à fait paramétrer une purge tous les X temps. C'est vous qui le définissez. Selon l'activité, selon si c'est un site sensible ou non, ça ne sera pas la même durée. Voilà, il y a des sites qui ont des obligations de le garder longtemps, ces données, et d'autres, c'est l'inverse. Si on veut respecter la RGPD, on va dire qu'on ne va pas les garder longtemps, surtout si elles ne sont pas cruciales. La CNIL édicte d'ailleurs des recommandations, ou même des obligations, pour chaque type d'activité, pour chaque type de société. Donc ça, c'est on va dire des purges automatiques. On peut bien sûr aussi effacer manuellement un utilisateur dans la base, dès lors qu'on a le droit, bien sûr. Mais le mieux, c'est une fois qu'on a mis des échanges avec une base de référence, c'est que ce soit le service qui gère les ressources humaines qui le fasse et que ce soit fait automatiquement dans MicroSesam. Donc voilà, on voulait faire un petit focus sur cette RGPD. Et maintenant, on va vous présenter un petit peu les interfaces de MicroSesam. Donc chez TIL, on a deux façons de gérer les usagers, soit dans l'interface client lourd, soit sur une interface web. La différence entre les deux, c'est que dans l'interface client lourd, vous pouvez tout faire. Et dans l'interface web, le but de l'interface web, c'est plutôt une version simplifiée, ouverte à tout le monde, potentiellement dans l'entreprise, parce que c'est cette interface qui permettra notamment de gérer des visiteurs. Et là, on peut tout à fait autoriser tous les employés à créer des rendez-vous ou des visites. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc maintenant, nous allons voir la gestion des identifiés. Donc on tombe ici sur la page d'accueil de la gestion des identifiés, où on peut faire tout de suite une recherche avancée. Soit on a une idée de la personne qu'on recherche, donc on tape le début de son nom et on a cette personne directement. Là, on part du principe que donc la base est déjà remplie avec ce que nous a envoyé les RH. Oui, voilà. Donc soit on va avoir juste la liste des personnes qui sont disponibles, et donc ici on peut éventuellement donc choisir n'importe quelle personne et regarder quel est le détail de cette personne. Donc ici, il y a différents onglets. Déjà, ce qu'on peut voir sur cette page, bien sûr, là, le premier onglet, c'est les informations donc, personnelles, on va dire, nom, prénom, mais pas que. Il y a pas mal d'informations complémentaires liées à la fonction. Voilà, donc ici, vous avez donc les informations qui ne sont pas les informations principales, bien que là, ici, vous avez l'adresse mail de la personne, ou d'autres adresses, d'autres informations. Ici, vous avez des informations qui peuvent être personnalisables. Vous voyez ici, par exemple, le libellé 10, le libellé 9 que je n'ai pas personnalisé et qui peuvent donc... il y a d'autres libellés qui ne sont pas visibles actuellement, mais qu'on peut faire apparaître et auxquels on peut mettre les libellés qu'on souhaite. Ici, par exemple, on a mis restaurant, nature de contrat, direction, bureau, immeuble. Voilà. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'une personne peut être rattachée à une entité. Donc ici, on a par exemple deux entités. Donc on peut avoir un nombre illimité d'entités. L'entité donc étant l'entité de gestion des employés. Voilà. Donc ça peut être un lieu, le lieu où est basé l'employé,
ou alors ça peut être le service duquel dépend l'employé. Par exemple, supposons que ce soit le service commercial, qu'une personne nationalement gère tous les commerciaux du pays, ou le service informatique. Donc il y a plusieurs organisations qui sont possibles avec la notion d'identité. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des identifiants. Donc ici, on a quelques identifiants comme la plaque minéralogique, le badge Desfire. On peut avoir aussi la biométrie qui serait éventuellement attachée à un badge particulier. On a ici les habilitations. Donc on parlait tout à l'heure toutes les habilitations que l'on peut déclarer et que l'on peut... Vous voyez que je suis secouriste. Moi. Voilà, donc on peut avoir ici toutes les habilitations manuellement, voilà, et gérer à cet endroit-là. Ici le mode crise, donc le mode crise il peut être géré site par site, d'accord. Donc ici, là on a Là, on parle bien de site, il n'y a pas d'entité, puisque du coup, une crise est rattachée à un lieu, à un endroit, et pas à un groupe de personnes. Des lecteurs, donc, à des sites. Un lieu géographique. Hein. S'il y a un accident à Paris, ça n'impacte pas Aix-en-Provence et réciproquement. D'accord. Donc, et ça impacte toutes les entités de gestion personnelle du site. Voilà. Donc ici, on peut définir, en effet, aussi pour une même personne, divers modes de crise. Là, tu as fait 4 niveaux. Là. En fonction sur ce site-là. Chaque mode en fonction du site duquel dépend la personne. Et ensuite, on peut aussi, on a vu tout à l'heure, gérer l'intrusion pour chaque identifié. Et pour finir, donc, ici, vous avez la gestion des droits d'accès des personnes. Et on peut... donc ici, vous avez on retrouve ici les différents niveaux qu'on voyait tout à l'heure, donc à la fois des profils, des lecteurs, des étages, éventuellement des groupes de lecteurs. Voilà. Et aussi des notions de profil ascenseur liés aux étages. Voilà. Donc si on prend par exemple, si on veut attribuer un accès par lecteur, en plus du profil de la personne, donc on peut très facilement le faire à partir... Voilà, l'ajouter ou l'enlever à tout moment. De l'interface. Ouais. Voilà, parce qu'on gère tout le temps des exceptions dans le monde de la sûreté. Et d'ailleurs, au passage, vous avez vu que, par exemple, le profil, il peut être attribué d'une date jusqu'à une date. D'accord. Donc, ça peut être des profils ou des accès provisoires. Donc, parce que, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire telle ou telle tâche qui n'est pas dans mes tâches habituelles. Donc, je peux attribuer un profil qui va durer le temps de cette tâche-là. Ça évite d'aller enlever ce profil à la fin de la mission, effectivement. On fait la tâche qu'une seule fois, heureusement. Donc du coup, vous voyez que c'est très, très fin, on peut tout mixer. C'est pour ça que vous voyez un bouton en bas qui s'appelait afficher les accès résultants et qui donne à la fin le résumé finalement de tout ce mix entre des profils, des portes rajoutées une à une, des profils provisoires, etc. Donc à tout moment, vous pouvez voir la somme des droits d'un usager. Et donc, si on s'intéresse maintenant à la partie web de la gestion des identifiés, donc sur la page web, donc on peut retrouver le pendant de ce qu'on avait sur le client lourd avec version simplifiée. Voilà, donc ici les droits d'accès de la personne, donc on peut modifier, ajouter, etc. les profils qu'on souhaite. Ici, les entités desquelles dépend la personne. Voilà, ici, les coordonnées dans son adresse mail, etc. Les identifiants, donc on peut ici y accéder directement. Donc, on a tous les identifiants de la personne. Donc, vous voyez que ça reste quand même très, très convivial, sachant que l'interface web est responsive. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la taille de l'affichage qui lui est proposé. Donc ici, je suis sur un ordinateur, donc j'ai peut-être une taille d'affichage très importante, mais si j'étais sur une tablette ou même sur un smartphone,
je vais avoir un espace de travail qui sera plus réduit. Adapté. Et donc, l'interface va s'adapter à cet équipement sur lequel il est exécuté. Voilà. Donc c'est vraiment la logique de cette ergonomie, c'est que ça puisse être, on va dire, utilisé par le plus grand nombre quasiment sans formation, à la différence du client lourd où il y a plus d'onglets, plus de champs. Notamment parce que vous voyez sur la gauche que vous pouvez gérer aussi des rendez-vous dans cette interface web. Ça veut dire que potentiellement tous les employés d'une entreprise, une organisation peuvent accéder à cette interface si vous leur donnez le droit de créer des rendez-vous pour accueillir les visiteurs. Donc voilà pour ces interfaces. On a un peu dépassé le temps, mais on voulait vous montrer un petit peu les écrans des MicroSésame, pour ceux qui ne les connaissent pas. Pour conclure, on vous remet l'écran qu'on vous a présenté au début. Oui, pour conclure, en effet, on voit donc que l'ID management soit piloté par MicroSésame ou par un logiciel tiers. Le système de contrôle d'accès est vraiment au cœur de la gestion des usagers et de plus en plus on le retrouve au cœur des entreprises qui en sont équipées. Et vous avez vu que la force de MicroSésame, qui est multi-site, multi-technologie, multi-identifiant et multi-passerelle, vous avez bien compris. Elle devient indispensable pour l'exploitation d'un bâtiment intelligent. Voilà, donc des bâtiments qui sont de plus en plus connectés à différentes applications, à différents métiers. Et donc, je pense qu'on a vraiment une force avec tout ce qu'on a introduit autour de MicroSésame pour gérer les ID. Et puis, le futur va concerner plutôt la partie analyse comportementale des usagers. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Qu'on n'a pas abordé, mais qui sera, je pense, de plus en plus utilisé dans les années à venir. Et c'est sur ce sujet que nous allons faire évoluer MicroSésame. Alors, ce sera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Voilà. On a fini. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut encore rentrer encore plus profondément dans ces sujets. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, on pourra y répondre. Il n'y a pas de souci. Nos équipes commerciales sont à votre disposition. Et puis, peut-être qu'on approfondira un de ces sujets dans un prochain webinaire. Voilà. Il reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci, à bientôt. Et puis voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.